Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, ça y est, la saison est partie, fini la saison régulière, fini les previews. Maintenant, on passe au grand bain. La saison est partie depuis ce mardi. Et donc, qui dit première semaine dit les overreactions de cette saison. On va être, vous me connaissez, pas très mesuré. Donc, pour parler de ça, j'ai mes deux acolytes, Vincent, que vous avez eu la semaine dernière avec moi. Salut Vince, comment ça va? Salut à tous. Ben, ça va très bien, très très bien. On commence à alterner entre la NBA, la NFL, et donc c'est une semaine pleine pour tous les sports américains de manière générale, puisque il y a les World Series au baseball, et donc forcément, on manque un peu de sommeil, mais on se régale en ce moment. Et oui, tu parlais de World Series, on a notre spécialiste de la Major League. Alors, il est extrêmement fatigué, il a des cernes, c'est même plus des valises, c'est la malle des Indes. Vous allez le découvrir tout au long de la saison. C'est Julien. Salut Jules, comment ça va? Salut, ça va et vous deux? Bah écoute, nous ça va, nous pleine forme, on dort la nuit et puis voilà. Ouais, je sais même plus ce que c'est le jour là. J'ai même pas levé les. D'ailleurs, les volets sont fermés là. Je suis encore dans le noir pour m'habituer à ce mois d'octobre fabuleux, de la reprise de la NBA, de la NFL qui arrive à la moitié et les World Series qui voient un choc pardon entre les Yankees et les Dodgers et tout ce qu'on attendait quoi. Ouais. Donc on dort pas. Et oui, d'ailleurs, ce lundi, c'était l'équinoxe, les 4 sports américains en même temps. C'est la seule fois de l'année. Peut-être lundi prochain si les World Series continuent, quoique je ne sais même pas. Mais en tout cas, c'est la fête de TFA. On va commencer tout de suite. Donc, pour vous dire que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, enfin X, TikTok, mais également le Discord communautaire. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les applis de podcast et de nous noter, de nous mettre des 5 étoiles. Ça nous aide fortement. Allez, on parlait d'overreaction. On va commencer tout de suite, les gars, avec nos invaincus. La première équipe qui est invaincue, c'est Boston. Le champion en titre est sur sa lancée après un premier match plein d'adresses où ils ont écrasé les Knicks. Ils continuent sur leur lancée. Pour vous, les gars, est-ce qu'ils sont en route vers vers le back-to-back? Bah, en tout cas, quoi qu'il arrive, ils sont partis pour le faire, ce back-to-back. Ils ont annoncé cette stratégie, ils ont dit qu'ils le feraient et ils sont partis pour le faire. On a un Tatum stratosphérique monumental et c'est quand même quelque chose d'important à voir. Il est en train de porter cette équipe dans la dynamique et dans ce qu'il veut faire. On sent qu'il a des envies un peu plus que de titre MVP. De toute façon, il l'avait aussi dit que de titre NBA, il veut justement le titre MVP. J'ai fourché, mais vous m'avez bien compris. Ouais. Il est déterminé. Il a passé des JO un peu à cirer le banc en Team USA, mais il revient quand même avec la médaille d'or. Il est déterminé. Il est déterminé comme jamais. J'ai jamais vu un début de saison comme ça là. Moi, je trouve cette équipe très forte, très costaud. On est en overreaction, donc je vais dire qu'ils sont déjà champions NBA. Non. Maintenant, attention, on sait très bien que cette équipe dépend aussi beaucoup de son secteur intérieur, même s'ils ont des défenseurs élites sur l'extérieur, avec les JD, Jason Tatum et Jalen Brown. Maintenant, voilà. Attention au secteur intérieur avec Porzingis et j'ai mangé. Orford. Alors Ford. Orford se fait un peu vieux. Porzingis, il est sujet aux blessures. S'ils arrivent en forme pour les PO, oui, voilà. Maintenant, quoi qu'il arrive, leur place en PO est quasiment assurée, vu l'effectif qu'ils ont. Il faut qu'ils fassent une saison complète, qu'ils se mettent bien dans la vague de la saison et ça va rouler pour eux. Ok. Toi, Jus, qu'est-ce que tu as vu pour l'instant de nos amis les trèfles? Moi, c'est mon équipe, hein, donc moi, j'ai vu que du bonheur. J'ai Oh vu une mon équipe Dieu! Attention, tu vas te muter. Attention.
Non, mais j'ai vu une équipe qui était sur la continuité, fatalement. De toute façon, tout est réuni pour être sur la continuité. L'effectif n'a pas changé. Les joueurs ont continué à bosser. Ça fait une paire d'années qu'on les attend. Et il y a encore la place cette année. Il y a certes des contenders qui vont être intéressants. Mais en tout cas, à l'Est, pour moi, c'est l'équipe numéro 1. Et ils sont sur leur lancée. Et je ne vois pas ce qui va les empêcher de finir numéro 1. Oula. Et puis après, comme l'a dit Vince, à gérer, c'est Horford, Porzingis, parce qu'il y a eu la blessure de Porzingis et ils ont réussi. Et ben, quand je vois que le secteur, en plus, les secteurs extérieurs marchent bien, Derek White, Peyton Pritchard qui prend du volume, qu'est-ce qui va. C'est des choses, c'est sans recruter, on a des joueurs qui progressent. Et en plus de ça, la blessure, j'ai envie de dire, morale qu'a subi, l'affront qu'a subi Jason Tatum. Et ça met un coup, ça, on a envie maintenant, il est là pour prouver. Et ouais, on l'a vu sur ces 2 premiers matchs. Ok, j'ai pas joué avec Team USA, j'ai été pris pour un joueur lambda. Bah ok, maintenant vous allez voir, c'est moi le patron. Et il y en a d'autres, par contre, hier soir on a vu, qui n'ont pas joué aussi avec Team USA et on sait pourquoi maintenant. Ouais, on va faire son procès un peu plus tard, pas aujourd'hui, mais on le fera. Il est dans les overreactions, après tout, c'est normal. Oui, tout à fait. Alors, pour les auditeurs, c'est mardi que sort le podcast, mais on enregistre ce lundi pour des raisons évidentes. Voilà. Donc, effectivement, Indiana a perdu contre Philadelphie. C'était en direct chez nos copains de Bein. Ouais, est-ce que justement la plus grande force de Boston, c'est pas la continuité? Si, pour moi, c'est clairement c'est ça, c'est de ne pas avoir changé l'effectif. De toute façon, si tu veux gagner, au bout d'un moment, il faut comprendre un truc, c'est que les équipes qui marchent bien, c'est les équipes qui ne changent pas beaucoup, ou alors qui s'améliorent avec des points, avec quelques petits trucs. J'ai envie de dire, coucou Philadelphie, pourquoi ça ne marche pas? Si tu changes ton effectif, ton 5 tous les ans, au bout d'un moment, tu ne peux pas espérer gagner. Là, il y a de la continuité, il y a un effectif qui se connaît, tu as besoin d'automatisme, surtout dans le jeu que proposent les Celtics, qui est où il faut faire tourner le ballon, où tout le monde est impliqué. Bah ouais, c'est la grande force, c'est de ne pas avoir changé l'effectif et de l'avoir conservé. Et c'est l'une des années où il faut le faire, parce qu'après, je pense qu'Horford sera peut-être trop vieux et il faudra peut-être penser à changer. Ouais, mais après, trouver un vétéran à l'intérieur, c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est plus qu'un vétéran, je pense que tu dois trouver à l'intérieur. C'est un joueur qui est capable de mettre ce niveau de jeu-là. Un vétéran, je te prends DeAndre Drummond, c'est un vétéran. Est-ce qu'il t'apportera la même chose que Horford? Non, mais je pense que justement, c'est là où Boston va pouvoir être dans la continuité. C'est parce que justement, des Tatum et des Brown vont prendre le rôle de grands frères dans le vestiaire. Ça, oui, je suis d'accord. Maintenant, moi, c'est ce que je te parle, c'est l'impact sur le terrain, Ah ce ouais, que sur le tu peux terrain? donner. Ouais, Voilà, ok. sur le terrain, tu vois. Il apporte des points, il apporte des solutions à l'extérieur, il apporte du soutien. C'est pas négligeable. Il faut trouver un joueur qui va te faire ça. Ouais, ok. Toi, Vince, le fait que Boston joue beaucoup sur l'adresse, est-ce que c'est un facteur ou c'est juste un nouveau jour au bureau, quoi? Ça va jouer peut-être sur certains matchs où ils auront des pannes d'adresse, mais pour que ça joue vraiment sur une saison, il faudrait qu'il y ait des pannes d'adresse régulières et de toute leur équipe. Le problème, c'est qu'ils ont énormément de joueurs shooters à 3 points et shooters même mi-distance. Mais actuellement, on parle souvent d'adresse, mais l'adresse, elle se provoque en termes d'intensité et d'impact que tu mets offensif. Actuellement, le problème, c'est que tu peux être en panne d'adresse si ton joueur phare est en panne d'adresse et qu'en plus, il n'arrive pas à tirer cette équipe vers les autres. Mais on sait très bien que les Celtics, c'est une institution qui voit percer des joueurs comme ça, des fois au hasard. Au hasard, vous m'avez compris, mais qui ne sont pas attendus à ce niveau-là. Ouais. Mais là, déjà, tu as deux stars, qui sont Jaylen Brown et Jayson Tatum, qui déjà à la base, font que tu as une attaque à 2 têtes. Donc, c'est compliqué derrière de venir bloquer ces 2 personnes, ces 2 joueurs. Donc, pour moi, l'adresse
il y aura des jours sans, il y aura des matchs perdus, c'est évident. Ils ne vont pas faire une saison parfaite, il ne faut pas s'attendre à ça non plus. Maintenant, quand il y aura des pannes d'adresse, ils vont rejouer un peu plus à l'intérieur. Quand à l'intérieur, ce sera un peu plus compliqué, ils ressortiront. Oui, je les vois faire une très très grande saison quand même, parce que pour moi, il y a tous les ingrédients réunis. La continuité qu'a dit Julien, c'est un maître mot en NBA. On l'a vu dans de nombreuses dynasties, cette continuité a fait foi. On va pouvoir parler, si on remonte les Bulls, plus tôt, il y a eu quand même toute la dynastie San Antonio avec leur Big Three qui a perduré pendant très longtemps, même s'ils avaient des bases très solides. Effectivement, il y a une base de joueurs qui restent là et les gens sont obligés de s'adapter à ces jours-là. Il a pris l'exemple de Philly et c'est un très bon exemple. Philly, il rebat toutes les cartes quasiment chaque année en ramenant chaque fois des stars. Et en fait, cette base-là, elle est quasiment cassée. Donc, parce que les stars, elles arrivent avec leur statut de star et ils veulent faire comme ils font. Donc voilà. La force des Celtics, c'est la continuité qu'ils ont depuis longtemps. En termes de joueurs et deux, en termes d'institutions, où ils mettent l'institution des Celtics au-dessus de tout. Ok. Bah, je suis assez d'accord avec vous, les gars, dans l'ensemble. On reparlera de Boston beaucoup dans la saison, je pense, parce que ça va être une équipe qui va être tout en haut. Malgré tout, je pense qu'ils vont, à un moment ou un autre, peut-être se renforcer un peu à l'intérieur parce que c'est là-dessus qu'ils peuvent se renforcer. Et surtout, ils sont capables de prendre des joueurs, d'attirer des joueurs. Et quand ils sont chez eux, ils seront pas en face. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Allez, qui dit Celtics, on va passer tout de suite à une autre équipe invaincue. Et là, c'est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est les Lakers. Les Lakers, avec leur cirque médiatique, sont déjà à 3-0. On parle du fameux LeBron avec Bronny, qui joue avec Bronny, c'est historique, les deux. Et en plus, ben voilà, ça gagne. Ça a gagné contre les Kings, contre les Suns, contre les Wolves. Pour vous, les gars, est-ce qu'on part directement vers une finale Lakers-Celtics? Voilà, tu vas vite quand même, tu vas vite en besogne. Ah, mais overreaction is overreaction. Alors, overreaction, ouais, non, j'irai pas dans ce sens-là. Je suis désolé. Pour moi, les Lakers font un très bon début de saison, effectivement, mais il faut voir la forme Anthony Davis sur les 3 premiers matchs. C'est quand même stratosphérique ce qu'il est en train de mettre, l'impact défensif et offensif. On a vu la petite pique qu'il a eue avec Rudy Gobert sur le match d'ouverture contre Minnesota quand il vient le bloquer et que le journaliste dit. Comment vous avez fait pour bloquer, pour faire ce contre-là, et qu'il a dit c'est digne d'un défenseur of the year. Bon, voilà, on a compris la petite pique. Maintenant, je pense que les Lakers ont un bon effectif, mais la profondeur de banc est clairement pas là. Ils vont manquer de profondeur, comme je viens de le dire, de banc, mais aussi certainement un peu de vitesse à un moment donné de la saison. Il ne faut pas oublier que notre cher LeBron va avoir 40 ans dans 2 mois. Anthony Davis commence à se faire vieux. LeBron n'est pas sujet aux blessures, mais il commence à vieillir. Et Anthony Davis est lui sujet aux blessures avec son dos. J'y crois pas trop. Maintenant, ils iront accrocher les play-in parce que je les vois pas autrement. Mais l'Ouest est tellement concurrentiel qu'à mon sens, il y aura à un moment donné un petit mur qui va se dresser devant eux pour leur dire bon allez, stop. Mais quand maintenant qu'ils profitent de la vague, qu'ils profitent de gagner les victoires, parce que dans cette Ouest hyper concurrentielle, toute victoire est bonne à prendre. Ouais, toi, Jus, tu les vois sur une bonne dynamique et tu les vois aller jusqu'où dans cette bonne dynamique? Moi, je le vois sur une super bonne dynamique. Écoute, je vais faire de l'overreaction en tant que Celtic fan. Ouais, pour le play-in tournament, là, in-season tournament, ouais, ils vont encore le gagner. C'est super, ça leur fait un titre, c'est cool. Derrière, non, je suis de l'avis de Vincent. Qu'est-ce que tu veux? C'est une équipe qui manque de profondeur. Alors,
moi, j'attendais beaucoup de leur rookie là. J'ai pas son nom. Brony? Bon, bref, enfin, de leur rookie. Non, pas celui-là. Celui-là, voilà, Netch. L'arrière. Ouais. J'attends quand même pas mal de lui, mais pour l'instant, là, ça fait 2 matchs. Il a fait une plutôt bonne pré-saison, mais là, ça fait 2 matchs. J'ai pas vu grand-chose. Il n'est pas très utilisé dans un effectif. Ouais. En fait, ce qui me gêne, c'est le coaching. Clairement, je comprends pas des temps de jeu que je comprends pas. Voilà, c'est tout. C'est le problème de cette équipe. C'est que ton effectif pleinement, soit tu n'arrives pas à le gérer. Et pour l'instant, je les vois pas dans la continuité en tout cas. Mais très bien pour le play-in, pour le in-season tournament, je pense qu'ils sont prêts. Ouais, ok. J'ai une autre question moi par rapport à ça. On sait qu'on a un Français dans l'effectif, un two-way contract, Armel Traoré. Est-ce que vous pensez qu'il aura une chance dans la saison? Non, je pense pas. Hein. Clairement. Ouais, c'est compliqué. Non. Ouais. Il a une chance d'évoluer aux côtés de LeBron et de voir ça de près. Maintenant, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de chance. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il va jouer aussi ses minutes avec justement Brony, qui sont à peu près sur le même poste. Donc, je pense que pour l'affichage, pour le médiatique et tout, ils vont préférer donner des minutes à Brony qu'à Armel Traoré. Après, rien ne l'empêche, il s'entraîne avec les meilleurs. Donc, voilà, il fait son expérience, mais ça va être compliqué pour lui. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il va se perdre dans les méandres un petit peu de la NBA. Et comme l'a dit Vince, c'est le problème, c'est que là, il va se retrouver en concurrence, entre guillemets, avec Brony. Et pour plein de raisons que Vince a citées et que j'ai citées précédemment aussi, moi, sur le coaching et l'impact de LeBron sur la gestion de l'équipe, ça va être compliqué pour lui, quoi, à moins qu'il devienne stratosphérique, mais voilà, qu'il prenne ses minutes en G-League, qu'il fasse ce qu'il a à faire et qu'il prenne de l'expérience et voilà, et on verra l'année prochaine, hein, mais cette année c'est complètement mort à mon avis. Ce qu'il faut, c'est pas qu'il végète en G-League et qu'on le perde après, qu'il passe totalement en dessous des radars et qu'on le perde. Il a quand même un avantage, c'est que, étant donné qu'il était pro en Europe, de mémoire, c'était à Blois, il connaît le milieu professionnel, contrairement aux petits jeunes rookies qui arrivent en G-League, quoi. Ouais, mais l'abbaye des aides. Vas-y, Julien. Vas-y, mais maintenant, l'abbaye des aides à Blois, est-ce que c'est les Lakers de Los Angeles? Tu vois, c'est aussi 2 trucs différents. Il a une éthique de travail, certes, il connaît, mais à mon avis, il a de ça en plus par rapport à Brony, si on prend la comparaison. Mais après, je pense que le débat n'est pas là, mais je pourrais parler de Brony 50 ans, mais dire simplement que pour moi, il n'a rien à faire. Brony n'a rien à faire en NBA. Le problème, c'est que maintenant qu'il y est, on a fait plaisir à Papy James. Maintenant, on fait quoi? Si c'est pour pas le faire jouer, ça va. Enfin, tout cet abattage médiatique pour rien, ça serait dommage. Et oui, il a sa qualité de travail, oui, il va travailler, oui, il va continuer, mais encore une fois, il faut qu'il s'accroche. Et c'est un monde qui connaît déjà. La NBA, c'est un business. Et ça, est-ce qu'il connaît ça? C'est là où je voulais en venir. Est-ce que Blois, c'est le même business que les Lakers? Ça, c'est autre chose. Ok. Donc vous, les gars, les Lakers, bon, ils prennent les victoires, in-season tournament, et puis après on voit, ça risque. Pour vous, ils sont partis sur les mêmes bases que l'an passé, c'est-à-dire bon début de saison. Une fois que le in-season tournament, ils ont gagné le jackpot, ça baisse en intensité. Pour moi, oui. Je vais faire simple, c'est oui, point. Ok. Vince? En fait, c'est l'âge, moi, qui me fait peur dans cette équipe. Donc, je dirais. T'inquiète, ça arrive à tout le monde de vieillir. Hein. Je sais, mais bon, on n'aime pas voir nos stars vieillir. Non, je parlais pour toi. Hein. Mais ouais, ça va être compliqué.
compliqué, je pense. Hein, mais bon, après, on va savoir. Non, mais l'âge, honnêtement, excuse-moi vite, mais pour moi, l'âge là, de LeBron, je suis un peu comme Mbappé. Moi, tu me parles pas d'âge. Mais lui, c'est pareil, là, tu vois. LeBron, les performances qu'il fait encore actuellement et le physique qu'il a encore actuellement, et de par sa stature, on va dire physique, hein, il y fait quand même, voilà, il a de l'envergure, il est grand, etc. Le problème de perte de détente ou de vitesse, tu vas pas le sentir forcément face à d'autres joueurs. Il est encore ultra dominant, il a un jeu qui est basé sur le physique, il est assez ménagé quand même parce que il fait pas tous les matchs, hein, clairement. Moi, je pense pas. J'ai plus des doutes en effet sur Anthony Davis, qui vieillit lui et qui est sujet aux blessures et qui a pas du tout le même physique. Donc voilà, mais LeBron, il portera l'équipe. Je pense que c'est comme tu dis, à un moment donné, on va sans doute le voir. Mais j'espère qu'il s'arrêtera avant. Enfin bon, voilà. Ok, ça marche. Allez, autre équipe invaincue, on va pas parler de tous les invaincus, mais c'est une autre équipe. C'est une équipe dont justement, on parlait de LeBron, c'est le lien. C'est les Cleveland Cavaliers. Les Cleveland Cavaliers qui sont à 3 victoires, 0 défaites. Ils ont joué, ils ont gagné les Wizards, les Pistons, les Raptors. Est-ce que c'est un début de saison en trompe-l'œil ou avec des victoires qu'ils doivent avoir, ou est-ce que c'est une équipe qui va jouer le haut de tableau à l'Est? Alors, je n'arrive pas à être un petit peu à vraiment me positionner sur Cleveland. Comme tu l'as dit, les 3 victoires sont contre des équipes qui, pour le moment, sont qu'on n'attendait pas tout en haut, en tout cas, qui sont plutôt en reconstruction quand on cherche, on va dire qu'en mission pour aller chercher le titre. Ouais. Le prochain match contre New York, les 2 prochains matchs contre New York et Los Angeles, voire même celui d'après contre Orlando, vont être très intéressants. À noter que juste après, derrière, ils enchaînent avec 2 matchs avec Milwaukee, donc ils ont 5 matchs très costauds qui arrivent. Ouais. Maintenant, on va attendre de cette équipe qui se trouve enfin et qui joue enfin tous ensemble. Ils ont beaucoup joué avec les blessés, de part et d'autre. On a vu cette équipe qui était très impactée par les blessures ces dernières années. J'aimerais bien les voir jouer sur une saison entière avec tout leur roster complet, parce que franchement, tout le monde attend que ça, enfin, sauf si on les déteste, mais c'est quand même une équipe qui a quand même pas mal de talent en soi. Darius Garland, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Max Strus, Caris LeVert. Franchement, Evan Mobley. Non, mais il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses à voir dans cette équipe. Ils ont, tout à l'heure, je parlais de Boston avec un monstre à 2 têtes en attaque. Alors, c'est pas les mêmes monstres, c'est des monstres, des têtes un petit peu moins fortes, mais par contre, ça attaque aussi de partout. Et puis en défense, ils ont quand même une tour centrale très forte, très costaud. Jarrett Allen est quand même assez costaud. Donc, on est en overreaction, j'ai envie de dire, ils sont à 3-0, ils iront en finale NBA. Maintenant, on sait tous très bien que cette équipe a besoin encore de grandir et de jouer ensemble. C'est ça qui leur manque le plus, puisque ces dernières saisons, ce n'est pas arrivé. Donc, je leur souhaite tout le bonheur pour éviter les blessures, surtout, ça c'est le plus important. Et derrière, je pense qu'ils ont quand même un effectif pour aller loin. Je suis pas loin de les mettre dans le top 4, moi, à l'Est, à la fin de la saison. Et justement, est-ce que justement l'arrivée sur le banc de Kenny Atkinson peut régler certains problèmes? Moi, c'est surtout Vincent Collet qui va faire. C'est pas beau. Il faut pas oublier que Vincent Collet est assistant coach en NBA cette année. Hein. Alors, donc, il n'a pas un rôle comme ça, mais il a un autre rôle, mais il est dans le staff. Ouais. Voilà, il est dans le staff. Et voilà, c'est l'effet Vincent Collet, hein, on le voit. Donc, ils vont arriver en finale. Ils vont la perdre, forcément, mais ils vont arriver en finale. Et alors, je suis méchant, je suis vilain. Oui. Alors, en tant que Liboujo, tu sais bien que normalement, je dois le chambrer, mais il a quand même gagné avec l'Asvel et avec Le Mans des titres. Hein. Oui. Puis il a fait une finale avec le Valois, avec Wemby, forcément, d'accord, mais avec des jeunes, très très jeunes, avec Wemby, Bilal, contre l'Asvel et contre Monaco, pardon. Mais ils ont sorti l'Asvel et c'était, il a quand même eu des résultats. Je le chambre un peu, mais non, c'est quand même un très bon
tacticien. Ouais, tout à fait. Toi, Julien, justement, l'arrivée de Kenny Atkinson, est-ce que tu crois que ça peut régler certains soucis du côté de Cleveland? Je ne sais pas si ça peut régler certains soucis, mais en tout cas, le jeu proposé, moi, je le trouve plus fluide. Plus aéré. Ouais, plus fluide, plus collectif. Et du coup, je ne suis pas étonné de ce début de saison. Après, comme on l'a dit, ils vont passer au révélateur avec les grosses équipes, là, parce qu'en effet, Détroit, Washington, c'est peut-être pas ceux qu'on a les favoris. Mais en tout cas, il faut les gagner ces matchs. Et moi, j'ai bien aimé le jeu qui était aéré, ça tournait bien, c'était collectif, il y avait des solutions. En défense, surtout l'impact du banc en défense a été intéressante. On ne les a pas trop vus en attaque, mais en tout cas, ils ont fait le taf en défense. Et de ne pas prendre plus que ça, et du coup, parce que souvent, tu peux revoir une équipe remonter, et du coup, l'équipe est, je dirais pas solide, mais en tout cas, elle fait largement le taf, et ouais, les voir dans les 4 premiers de l'Est, c'est largement la place qui pourrait espérer à la fin de la saison, je pense, et vraiment une équipe plutôt agréable à avoir joué, et vraiment une force collective, je trouve. C'est ça qui a changé, plus que se reposer sur un Donovan Mitchell ou sur autre chose, etc., Ouais. qui va marquer 40 ou 50 points. On n'est pas du tout sur la même chose. Justement, le fait de mettre un collectif autour de Donovan Mitchell, de faire rentrer un peu dans le rang de Donovan Mitchell, c'est pas la clé pour vous, les gars? En tout cas, Vas-y, excuse-moi, excuse-moi, vas-y. Ok, pour moi, c'est ce que je disais, c'est que, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur le manque d'adresse des Celtics ou quoi que ce soit, c'est exactement ça. Si tu as un Donovan Mitchell qui est en dedans, mais que tu as fait pendant un certain temps jouer tout le reste de l'équipe et apporter une contribution au collectif, ça va pas se voir. Tu vois, ça va pas se voir cette perte d'adresse ou ce jour sans que pourrait avoir Donovan Mitchell, et tout ne repose pas sur lui. Et ça, c'est ce qui va faire que à la fin de la saison, c'est des victoires en plus que tu auras face aux adversaires. Ok. Toi, Vince? Oui, c'est ça. En fait, moi, j'allais rebondir sur l'expérience passée de Donovan Mitchell, puisqu'on sait d'où il vient. Il était à Utah. Utah a explosé avec le départ de Donovan Mitchell et de Rudy Gobert. Il lui a été reproché, notamment à Utah, de ne pas assez jouer avec son intérieur, en la personne de Rudy, qu'il n'arrivait pas à trop trouver à l'intérieur. Alors, est-ce que c'était la faute de Rudy? Est-ce que c'était la faute de Donovan? Peu importe. Ça limite les stratèges du basket le diront. Maintenant, il va falloir qu'il trouve beaucoup plus, par contre, son intérieur, qui, là, à Cleveland, a déjà un statut d'attaque. Jarrett Allen, il est très bon en défense, mais il est aussi bon en attaque, et tout le monde le sait. Donc, il va falloir qu'il trouve beaucoup plus cette liaison et cette relation. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va passer beaucoup par la répétition des matchs sans blessure. S'ils arrivent à se trouver, moi je les vois vraiment, vraiment bien, parce qu'ils ont un axe 1-3-5 très, très fort. Moi, j'ai une question par rapport à ça. J'ai une dernière question sur Cleveland, et notamment sur Donovan Mitchell. Pour vous, quel est son meilleur poste? Est-ce que c'est meneur ou deuxième arrière? Deuxième arrière. Ouais, deuxième arrière aussi, je pense, même si je pense qu'il est plus dans un rôle hybride, en fait, entre le poste 1 et le poste 2. Il est un peu entre les deux, mais il porte trop le ballon quand il est là. Ouais, c'est exactement. Et je pense qu'en poste 2, il est meilleur, il offre plus de solutions offensives, ou alors un bon relais pour décaler sur l'intérieur ou du jeu dans le corner. Il a un catch and shoot assez fort quand même aussi. Il est très rapide à dégainer. Ouais. Mais après, ce que vous avez en attaque, vous le payez en défense. Ah, mais c'est clair, ça c'est évident. Par contre, après, ce que j'aime bien aussi avec Donovan Mitchell, c'est son jeu sans ballon, et c'est pour ça aussi que je l'aime bien en poste 2 plutôt qu'en poste 1. C'est parce qu'il a des coupes hyper franches vers le cercle, et en plus, il a un jump de malade qui fait qu'on peut le servir en hauteur, on peut le servir en bas. Il est très fort là-dessus, et donc il faut servir de cette puissance, de cette force pour moi. Après, en défense, bon. C'est pas le dernier non plus, attention. Mais voilà, il faut voir où c'est que tu. Il a un souci, c'est la taille. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, mais la taille, ça s'apprend pas.
Ouais. Tu sais de quoi tu parles, c'est ça? Bah, c'est-à-dire qu'avec mon petit mètre 83, c'est compliqué, quoi. Tout le monde ne fait pas 2 mètres comme toi, mon cher Eh Nico. ouais, c'est ça. Effectivement. Non, mais voilà, après, Donovan Mitchell a quand même beaucoup, beaucoup de clés en main cette saison Ok. pour faire des bonnes choses. Euh, Après, moi, je me posais la question de savoir, parce que le problème, c'est que si tu mets Donovan Mitchell en 2, ça veut dire qu'il met Darius Garland en 1, et effectivement, tu as une base arrière à 1m85, 1m90. Les deux. Donc, bon, c'est un peu petit, mais bon, c'est la base Après, arrière. ils ont quand même les qualités athlétiques, hein, ils Oui, compensent c'est quand même ça. avec C'est ce que d'autres je te choses, disais, hein. ils ont des jumps de fou, hein. Ok. Ça, la vitesse, ça compense, hein. Et puis, il faut pas non plus. Et c'est pas tous les jours où. Enfin, les grands qui sont à l'arrière sont pas les plus difficiles à défendre non plus. Ok. Non, c'est sûr. Ok. Ok. Allez, ben, on enchaîne avec. On a parlé des équipes invaincues, on va parler de celles qui n'ont toujours pas gagné. Et étonnamment, on va parler de Denver. Denver qui pour l'instant n'a toujours pas gagné. Est-ce que c'est pas on va dire un peu le crépuscule de l'équipe qui a été championne et qui depuis n'arrive plus à être aussi performante que les autres années. Ils ont perdu les Clippers, ils ont perdu le Thunder. Alors rien d'offensant, mais ils prennent déjà un peu de retard, les gars, non? Ouais, alors moi je suis désolé, là on est en overreaction, je vais en parler tout de suite, hein, mais c'est l'effet Russell Westbrook, hein. Il Ah, arrive dans je une voulais en parler franchise. après. Je voulais en parler après. Non, mais alors attention, je dis ça, je rigole parce que c'est un joueur que j'adore en plus, le petit Marsupilami là. J'adore ce joueur, j'adore ce côté très uluberlu, on va dire, très ouvert. Ça me régale. Après, pour répondre à ta question, non, c'est vrai. Là, c'est de l'overreaction à mort que de dire qu'il faut les sortir de la course directement au playoff. On est en tout début de saison. Ok, ils sont à 0-2, ils ont perdu contre le Thunder. Ils s'en sont pris une, hein, quand même contre le Thunder, hein. C'est pas une petite, hein. Ouais. Celle qui fait le plus mal, c'est contre les Clippers, parce que Nikola Jokic est en forme, il est en feu, qu'il n'en peut plus. Et par contre, il n'est absolument pas suivi par les autres. Donc celle-là, elle fait un petit peu plus mal. Mais alors, moi, tant que tu as Jokic, de toute façon, dans ton équipe, tu peux jouer le titre tout le temps, hein. Donc, bon, ça, c'est ma vision. Je reste convaincu que Mike Malone a toujours les clés du camion avec lui, qu'il arrivera à tirer le groupe vers le haut et que ça fonctionnera. Bon, vu le début de saison, j'irai pas les mettre quand même comme peut-être dans les trois premiers de l'Ouest parce que encore une fois c'est très compliqué. Mais la saison est très longue, il reste encore 80 matchs. Ouais. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Typiquement, on a parlé des Lakers tout à l'heure, je les vois quand même finir au-dessus des Lakers en fin de saison. Ok. Toi, Julien? Moi, je pense qu'ils sont sur la continuité un peu de l'année dernière, en fait. J'irai pas jusqu'à dire du crépuscule, mais ouais, quoique. Ils avaient besoin d'un recrutement solide après leur titre qu'ils n'ont pas réussi à faire, notamment sur leur signature des free agents et sur faire venir des joueurs pour compenser le manque de banc, on va dire. Là, cette année, ils n'ont rien fait de beaucoup de plus à part faire venir Westbrook. Brody. Ouais, mais sinon, voilà, il n'y a rien eu. Après, je trouve que ça manque derrière le 5. Il y a clairement, il y a plus rien, quoi. Il y a plus de joueur qui est capable de reprendre derrière. Et puis on a Murray que j'adore pourtant. Bah, il apporte là cette année pour l'instant. En tout cas, je sais plus quel match. Le dernier match c'était Clippers. Clippers. Je l'ai pas vu apporter offensivement ce qu'il devait apporter. C'était un peu compliqué. Et de ce fait-là, Jokic, aussi bon et aussi fort soit-il, il peut pas tout faire, même s'il sait tout faire. Mais tu vois, pour moi, l'équipe là, elle va se qualifier pour les playoffs, je pense, mais le chemin ça va être long. Et je les vois sur une saison très difficile. Tu as parlé de Jamal Murray. Est-ce que, notamment, l'an passé, les playoffs, c'est parce qu'il était en déclin. Est-ce que le fait d'avoir gagné le titre, il n'a pas atteint son point le plus haut et depuis,
dur de retrouver la motivation. Bah, c'est le fait de s'être pété, je pense, surtout. Parce que sa blessure, elle l'a tué. Hein. Depuis sa Ok. blessure, il n'est pas revenu. Et puis, c'était pas la première en plus. Moi, je pense Ouais. que c'est ça qui l'a mis dedans. Et là, après, elle va trouver un rythme, etc. Et puis, cette année, ça a été encore difficile parce que il y a eu les JO, il y a eu pas mal de choses. Et du coup, il est encore fatigué. Il a besoin, c'est un joueur là, clairement, qui aurait eu besoin de repos cet été et de se préparer mieux. Là, il revient sur une saison où il y avait des attentes assez élevées avec Team Canada. Et là, il reprend. Il est crevé physiquement et mentalement, je pense. Et pourtant, mais c'est un super joueur. C'est un super joueur. Ouais. Mais Et je lui, pense qu'il a besoin de se reposer. on parlait de Donovan Mitchell tout à l'heure, on ne savait pas si c'était un 1 ou un 2. Lui, c'est un peu la même question. Est-ce que c'est Non, vraiment un bonheur? oui, oui, oui. Pour moi, oui. Il est beaucoup Bon. plus meneur que Donovan Mitchell, je trouve. Ah, vous le trouvez meneur, vous? Ouais, Ah beaucoup oui, plus. clairement. Mais Moi, il est créateur dans le jeu. Il arrive à donner la balle quand il faut. Même des limites, il la donne un peu trop. Donc bon. Mais c'est alors, surtout le rythme. Moi, je trouve que sur le rythme, il sait bien gérer les temps forts et les temps faibles de l'équipe. d'accord. Surtout ça. Là où Donovan Mitchell est toujours à 100%, effectivement. Ben, parce que il a été formé donc du côté de Kentucky, du côté des Wildcats, sur un poste de deuxième arrière, enfin un peu combo. C'est là où arrivé en NBA, il fait la transition. Pour avoir un spot, il joue meneur, et c'est là où ça déclenche. Mais est-ce que maintenant, justement, du fait de la blessure, le décharger un petit peu et le mettre plutôt sur un poste de deuxième arrière, ça peut être une idée Et, à suivre du côté de Mike Malone? et donc, qui c'est que tu mets en meneur? Tu fais rentrer Russ West dans le 5 de départ? Ouais, ou tu trades pour récupérer, ou tu t'en récupères un, pas forcément un élite, mais tu vois, un joueur. Tu vas trop perdre en attaque. Tu vas trop perdre en attaque si tu fais ça. Parce Ok. qu'il n'est pas assez tranchant, à mon sens, pour être un 2. Il n'est pas assez tranchant dans le jeu, notamment sur le jeu de percussion. Il n'est pas assez tranchant. C'est un très bon joueur, mais c'est pas en 2, il apportera rien. Il apportera rien de plus. Et tu vas, au lieu d'avoir une bonne solution en attaque, une très bonne solution en attaque, tu vas te retrouver avec deux solutions moyennes. Ok. Entre les deux, je préfère avoir une très bonne solution en attaque que deux solutions moyennes ou pauvres. Ok. On l'a évoqué, un peu tel Voldemort, Russell Westbrook, les gars. Est-ce que pour vous, la greffe peut prendre? Est-ce que à terme, il peut apporter quelque chose à cette équipe? Ou ok, t'es là, quoi. Non, je pourrais pas dire qu'il peut rien apporter. Je ne vois pas comment il peut ne pas apporter. Même juste de par sa présence, je pense qu'il peut apporter juste en disant euh, dans la cohésion de l'équipe, tout ça. Enfin, je l'espère, hein, mais je sais pas. J'aime trop ce joueur. J'aimerais vraiment qu'il arrive voilà, à s'intégrer dans cette équipe-là. Maintenant, voilà, il est souvent en première rotation. Souvent, on n'a que 2 matchs, hein, mais il est en En première sixième rotation homme? chez les titulaires. Voilà, il est en 6e homme. Sur le match du Thunder, ça a vraiment pas marché puisqu'il finit avec le moins bon plus-minus, moins 24. Donc bon voilà, et il finit avec le moins bon aussi, le match contre les Clippers. Donc ça, c'est vrai que Ouais. Alors, je vais quand même mettre un bémol à ça, c'est parce que effectivement, donc il sort du banc. On l'a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas un banc qui était Oui, extrêmement oui, je suis complètement fourni d'accord avec avec lui. toi. Donc, du coup, être leader de cette équipe, lui, pour le coup, le plus-minus, ça le handicape beaucoup, quoi. Oui, mais justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça s'est demandé s'il jouait avec Jokic et Porter, ça pourrait bien l'aider. Et donc, dans ce cas-là, décaler Murray. Mais comme l'a dit Julien, tu perds quand même beaucoup. Christian Brown, il est en train de se développer. Si tu fais ça, ça veut dire que tu le sors de l'équipe du 5 aussi. Donc, bon, c'est compliqué. Ça sera peut-être à essayer. Hein. Peut-être qu'il essaiera, Mike Malone. Maintenant, ouais, je vais attendre un petit peu plus avant de me positionner, mais ouais, ça me fait quand même un peu peur, quoi. Ouais, toi, Jus. Moi, j'ai envie de dire qu'il est censé apporter quoi?
C'est ma question. Il est censé apporter quoi, Westbrook? C'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix pour l'équipe. On espère quoi? Un Westbrook de quelle année? Parce que ça fait. Je l'adore et j'ai été fan de ce joueur, mais sa dernière bonne saison, ça remonte à quoi? Washington, dans une équipe à la C'est dérive. signé. Mm. Et après, derrière, c'est plus ça. Et les chiffres sont trompeurs. Alors oui, il fait des moyennes à 18 points, mais est-ce qu'il a apporté quelque chose? Est-ce qu'il a apporté quelque chose dans cet effectif des Lakers? Est-ce qu'il a un plus? Est-ce qu'il a apporté un plus chez les Clippers? J'ai bien aimé, par contre, son attitude chez les Clippers parce que je l'ai trouvé changé. Et comme le dit Vince, ouais, ce qu'il peut apporter, en effet, c'est plus sur du soutien, sur une cohésion dans le groupe et faire quelque chose. Mais derrière, dans le jeu, je ne le vois pas apporter grand-chose. C'est difficile. Est-ce que ce rôle de sixième homme est bon pour lui? Il va falloir trouver comment l'utiliser. Et moi, je pense comment l'utiliser, comment faire aussi que son jeu soit. Il va falloir limiter son jeu. Quand je dis limiter son jeu, c'est pas son temps de jeu, mais dans ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il est encore capable de pénétrer et de faire des bonnes choses. Mais de prendre un shoot, c'est bien compliqué, quoi. Il a une énergie qui doit être utilisée sur des temps très courts, dans des phases de jeu où on a besoin de réaccélérer. Et voilà, si c'est pour le mettre sixième homme, pour dire d'avoir un sixième homme, c'est pas sa place, clairement. Et c'est dommage à dire pour un tel joueur et un tel talent. Mais aujourd'hui, Russell Westbrook, c'est pas la bonne addition, pour Denver. Et voilà, et même lui, je pense qu'il doit le sentir au bout d'un moment. Ah, ok. Ça fait un peu le vieux champion, enfin le vieux qui cherche une bague et qui va essayer. Je sais même pas s'il cherche une bague, mais tu vois, il est sur le déclin depuis son trade, depuis qu'il a été tradé en fait d'OKC, qui est parti à Houston, etc. Il s'est perdu. Il s'est perdu, je pense, dans plein de choses. C'est plus le même joueur. De par son mindset que de par son jeu. C'est plus le même joueur. Moi, il y a deux joueurs, comme un joueur qui revient d'une grave blessure, tu vois. Il s'est Ouais. passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même joueur. Et c'est dommage, parce que j'ai espéré tout ce temps entre Houston, Washington, même quand il est allé aux Lakers, de le revoir un Westbrook super kiffant à voir. Et là, bah non, c'est plus du tout le même joueur. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Je me pose une question très franchement sur ce joueur. Alors, je pense qu'il y a eu des petites blessures qui l'ont vraiment perturbé. Mais je me pose vraiment la question de savoir si lui, alors je pense qu'en tant que compétiteur, il la veut, mais si lui, il tient vraiment à cette bague ou si c'est plus la NBA en elle-même qui veut lui donner la bague. Enfin, je sais pas si je me comprends, mais genre les supporters qui cherchent plus à ce que lui, il ait sa bague que lui-même, en fait. Parce qu'il a tellement été aimé et tellement été fort dans toutes ces stats qu'il a fait au KC que Il a tout le été monde très. dit c'est pas normal qu'il ait pas de bague, quoi. Alors moi, je trouve que tu vois, je suis pas sûr parce que c'est un joueur qui est ultra clivant et ben, ou tu l'as adoré ou tu l'as détesté. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? oui, non, je suis d'accord avec toi, hein. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont bien aimé, quoi. Ah oui, oui, complètement. Bah, Chris notamment, hein, qu'on salue. Euh, voilà. Après, moi, j'ai toujours eu des réserves sur le joueur. Encore une fois, il fait partie de cette génération de meneurs où je ne sais pas si c'était des vrais meneurs ou si c'était des deuxièmes arrières. J'aurais adoré le voir avec un vrai meneur à ses côtés. Mais un vrai, tu vois, pas comme ce qu'ils avaient essayé de faire à Houston, mais un vrai meneur, tu vois, genre un Chris Paul, tu vois. Mais c'est générationnel, ce truc-là, c'est qu'aussi, c'est des Ouais. joueurs qui sont sortis, qui ont grandi avec des Allen Iverson, Steve Francis, des joueurs qui sont percutants, qui savent tout faire, et qui sont limite, en effet, des deuxièmes arrières très petits. Et ils ont grandi avec ça, ces joueurs-là. Et quand ils sont arrivés, bah, ils ont eu cet impact. Et la NBA aimait bien parce que c'est ce C'était une qu'on machine voulait. à highlight. C'était une machine à highlight. Mais ouais, mais le problème, c'est que. Enfin, moi, je pense que. Je sais pas si la NBA veut lui donner un titre. Et les fans aimeraient bien lui donner un titre. Mais est-ce que Denver, c'est le bon fit pour aller gagner un titre? Je suis pas sûr. Est-ce que les Clippers, c'était un bon fit? Potentiellement, mais quand on voit ce qui sort après le trade de Paul George, on se dit que non.
Est-ce que les Lakers, c'était un bon fit? Ouais, pour le play-in tournament, c'était le bon fit, ça fait un titre. Bah, en fait, Maintenant, non, avec mais les Lakers, en fait, si tu veux, à il partir arrive du moment trop où tard. Il arrive à chaque fois un an trop tard, à mon sens, c'est ou ça. 2 ans trop tard. Exactement. En fait, chez les Lakers, à partir du moment où tu as LeBron, c'est impossible de jouer avec LeBron pour lui. Il a le jeu qui est à l'opposé de ce que on demande, des coachs demandent quand tu as LeBron sur le terrain. Mais Donc, pour moi, il y a eu deux fois où il a pu l'avoir. C'est la première période à OKC ouais. et la deuxième fois, c'est à Houston. Par contre, je sais pas, ou alors j'ai su, enfin bref, mais pour moi, il s'est passé quelque chose à Houston. Parce que cette année-là, Houston est largement en capacité d'aller chercher le titre. Bah, Mais Houston, c'était. ça explose en vol. Il Bah, se passe quelque chose. Mais non, mais en plus de ça, après Houston, il se relance à Washington et il se relance relativement bien. Mais par contre, Oui, mais il se effectivement. relance dans quel effectif? Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, il s'est passé quelque chose à Houston. Moi, ce qui me confirme ça, c'est son attitude l'année dernière quand James Harden il arrive aux Clippers. James Harden, il lui marche dessus complètement et il se laisse faire. Et il dit directement je vais sortir du banc pour le bien de l'équipe. Non, j'imagine pas du tout ça. Mais bon, après, peut-être que c'est que j'aime trop Westbrook et que j'aime pas assez Harden, j'en sais rien, mais voilà. Après, à Houston, le problème qu'il y avait, c'était coach d'Anthony. Oui, mais clairement, mais c'est là où je te dis, il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y avait tout était réuni sur le papier pour aller chercher un titre, et tout était réuni aussi pour que ça explose. Parce que tu dis parler de personnages Cleveland, mais James Harden, c'est le premier qui est Cleveland. Et d'Anthony, au rayon des têtes de con, c'est pas le dernier. Hein. Je ne dirais rien de Pringles, comme il était surnommé du côté de New York. Bon, allez. Écoutez, les gars, je pense que Denver, ça va être une équipe qui va être intéressante à suivre pour savoir comment ils vont redresser la barre. Je n'imagine pas qu'ils fassent une mauvaise saison. Je les vois bien revenir, ne serait-ce que par la qualité de l'effectif. Oui. Et pour conclure, on va parler d'un dernier sujet, et rapidement, les gars, c'est Klay Thompson. On pensait qu'il était fini en partant de Golden State. Il n'a pas été re-signé et il se retrouve à Dallas. Est-ce que, les gars, je vais faire simple, est-ce que c'était le joueur qui manquait à Dallas? Le joueur qui manquait, peut-être pas. Mais en tout cas, une des clés de ce qui manquait, oui. Il manquait de la régularité au shoot à 3 points à Dallas. Doncic et Irving sont deux meneurs d'eux, justement, dans notre débat là, qu'on a depuis tout à l'heure. Il manquait une régularité à 3 points. Quelqu'un qui pouvait faire du catch and shoot hyper rapide et hyper précis, sortir de blocs, faire des blocs, des écrans sortis de blocs et pouvoir faire ça, c'est pas donné à tout le monde de savoir se positionner sur le terrain. Moi, je pense qu'il va beaucoup apporter à Dallas, mais il va énormément manquer aux Warriors. On l'a vu déjà sur les premiers matchs. Steph, il a l'air. Et il s'est blessé ce dimanche. Ouais, mais le pauvre Steph, il a l'air orphelin là sur le terrain. Ça me fait un peu de la peine. Mais bon, voilà, Clay, on ne lui a pas proposé sa prolongation. Il a signé à Dallas et il a toutes les chances de bien s'imposer à Dallas pour être encore une vraie arme offensive. Il a une défense en plus qui est vraiment bonne. Donc, il a les deux côtés du terrain et ça va fitter. Maintenant, c'est les blessures. Voilà. Il commence à avoir un certain âge aussi. Il va falloir que ça tienne dans la durée. Ouais, ok. Toi, Jus, Klay Thompson à Dallas? Je sais pas si c'est le joueur qui manquait, mais en tout cas, c'est celui qu'il fallait recruter. Oui, exactement, tu as raison. Et c'est bien vu. Moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, on est sur un joueur qui renaît réellement, qui a l'air de se sentir bien. Et ça confirme aussi ce qui se passe chez les Mavericks. C'est-à-dire que Kyrie Irving, je reprends l'exemple, pour moi, il est en train de se perdre dans la ligue depuis son passage à Boston et je me posais des questions sur sa santé mentale. Mais là, il a l'air de bien aller sur l'équipe, que tout va bien et que c'est une équipe qui vit et lui vit bien et revit correctement. Le seul souci, là, moi, que je me pose, c'est que au-delà de Doncic
Irving et Klay Thompson, derrière, on l'a vu sur le match des Suns, il n'y a personne qui prend le relais. Il n'y a personne. Le supporting cast, il n'est pas au niveau, par contre. Enfin, en tout cas, il n'est pas assez régulier. Voilà. Mais par contre, pour moi, c'est le contender, pour revenir sur les overreactions du début, numéro 1 au Celtics, pour le titre. S'ils refont la même saison que l'année dernière, ça va être très intéressant. Et cet apport de Klay Thompson, ça va, enfin voilà, ça va être une arme offensive qu'il va falloir surveiller et qui va être difficile à gérer parce que là, tu vas devoir jouer, étirer ton jeu en défense à fond parce que tu as 3 joueurs qui, derrière la ligne, sont capables de te dynamiter. Ouais, et puis, du coup, ça va libérer de la place petit à petit pour Gafford, Lively et PJ Washington, du coup. Lively, surtout. Lively, il a tout à gagner cette année avec une arrivée de mecs comme ça. Pourquoi ? Parce que déjà, les feux des projecteurs, ils sont encore plus sur la base arrière et sur les ailiers. Et en plus de ça, lui, c'est un facilitateur, Klay Thompson. C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, il fait énormément de blocs. Il passe énormément des écrans, beaucoup plus que la moyenne des ailiers. Donc, et il est grand, il va pouvoir jouer avec eux et puis il a l'expérience de gagner, quoi. C'est ça, il connaît le chemin. Et ça, c'est pas négligeable. Kyrie aussi connaissait le chemin. Ouais, mais la terre est plate. Alors, si tu veux, tu peux te perdre. C'est ça, il est parti. Voilà. Donc, non, mais je pense que Kyrie, comme l'a dit Julien, il s'est perdu à un moment donné. Il a tout. Franchement, il gagne beaucoup de sympathie dans cette équipe de Dallas. Il regagne la sympathie qu'il avait un peu perdue en allant à Boston et en se perdant dans ses déclarations. C'est un joueur fabuleux, c'est un magicien, attention. Hein. Mais alors, effectivement, dans ses déclarations, c'est un peu particulier. L'avantage pour Kyrie Irving, c'est qu'il va dans une place où le basket arrive en 3-4e. C'est-à-dire qu'à Dallas, en premier, c'est le football américain et le football américain. Ouais. Une ville triste du coup, parce que supporter les Cowboys, c'est pas facile tous les jours. Oui, mais quand je parle des Cowboys, je parle aussi de l'universitaire. En termes d'universitaire. Non, mais le Texas, c'est l'état numéro 1 du football. Le football, c'est une religion là-bas. Il y a le football et après, il y a Jésus. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que San Antonio fait bande à part parce qu'ils n'ont pas de football là-bas, à part en universitaire, mais ils n'ont pas de football professionnel. Et c'est pour ça que le basket a une place très importante à San Antonio, surtout qu'il n'y a pas dans les autres ligues, il n'y a que le basket, quoi. Ouais. Donc du coup, cette équipe l'action, j'ai envie de dire, est à la hausse du côté de, même si elle était déjà très, très haute, puisqu'ils sont allés en finale NBA, mais ils sont arrivés, ils n'avaient plus d'essence dans le moteur. Ouais. Là, vous pensez que cette année, ils peuvent mieux gérer la saison avec un coach, Jason Kidd, qui a été champion avec Dallas. Est-ce que ça peut être justement peut-être la surprise cette année en repartant aussi haut, ou est-ce que c'est un feu de paille? Moi, je pense que ça peut le refaire. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas me contredire, mais je pense que ça peut le refaire. Ça peut le refaire parce que Jason Kidd, je pense que c'est un mec hyper intelligent. Peut-être qu'au niveau coaching, tactique, etc., des fois, il y a des lacunes. Mais pour gérer un groupe, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que Doncic est aussi très intelligent. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur Kyrie, c'est aussi ce qui est bien chez Kyrie, pour Kyrie actuellement, c'est que la lumière, les projecteurs, en dehors des autres sports, mais c'est surtout, c'est pas sur lui, quoi. La médiatisation, aujourd'hui, elle est sur Doncic. Il est dans l'ombre, je ne vais pas dire un peu comme il était avec LeBron, mais surtout, il a envie, j'ai en plus l'impression d'un joueur qui a envie justement de cette discrétion et d'être en dehors des parquets, qu'on lui foute la paix et qu'il vienne, il fait son match, il fait son truc avec ses potes et après, laissez-le tranquille, quoi. Et là, l'attention médiatique, elle est portée sur Doncic, sur Klay Thompson, et ça lui va très bien. Et lui, ça lui permet de s'exprimer. Et le reste de l'équipe, comme l'a dit Vince, aussi, Lively et Washington, ils prennent leur pied là à l'intérieur. Hein, ils font et le jeu, même. Et Gafford. Et
Et tout ça fait que l'équipe connaît le chemin pour aller en finale, c'est ce qui leur manque, sont revanchards et ils pouvaient tomber sur un Klay Thompson de l'année dernière aux Warriors. Pour eux, ils sont tombés sur un Klay Thompson des années précédentes qui shoot. Et pour le moral d'une équipe, ça fait du bien, c'est de se dire, tu souffles, tu te dis pas, tu n'es plus dans le stress, tu te dis, ok, maintenant je suis plus confiant. Et cette confiance, ils vont en avoir besoin pour retrouver les Celtics en finale l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, cette année. Ouais, après. On retrouve les Knicks, mais bon, c'est pas grave. T'as mal prononcé les Knicks, mais c'est pas grave. Non, les Knicks, dans 10 ans, c'est ça. Sinon, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Julien. Juste à une chose près, c'est que oui, ils ont tout pour. Enfin, ils peuvent le faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une concurrence assez forte. Moi, je vois OKC quand même très, très costaud cette année. Par contre, effectivement, pour l'histoire, Jason Kidd qui gagne en tant que coach des Mavericks le titre NBA, moi, je trouve que ça serait quand même beau et j'aimerais bien le voir. Ok. Bon, mais c'est là-dessus qu'on va conclure, messieurs. On a déjà fait 56 minutes. C'était un peu plus que prévu. On se retrouve la semaine prochaine avec le premier conseil de classe de l'année, celui du mois d'octobre. On va donner les bons points, le bonnet d'âne, tout ça. Donc, on vous donne rendez-vous. Vous avez l'habitude, vous nous avez suivi toute la saison passée sur les conseils de classe. Eh bien, on va continuer cette année. Et avec grand plaisir. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde.